Merci. Je peux me mettre par ici, c'est bon pour la... Alors merci à tous de vous être déplacés pour entendre en particulier parler du papillomavirus et tout ce qu'on va mettre en œuvre pour lutter contre ce virus, à savoir la vaccination. Je vais vous en parler en détail. Donc on parle du papillomavirus, mais vous savez qu'il y a plein de souches différentes du papillomavirus. Parmi ceux-là, une dizaine à haut risque, dont le 16 et 18 qui étaient dans les premiers vaccins garde asile, qui sont responsables de 70% des cancers du col d'utérus, mais aussi une autre série de HPV à haut risque et des HPV à bas risque, dont le 6 et le 11 qui font les condylomes, les verrues génitales. Les femmes et les hommes sont concernés par la contamination. En particulier, il y a une plus forte contamination des femmes vers les hommes. Donc les hommes sont plus contaminés que l'inverse. La transmission peut se faire avec différents types de sexualité, du moment qu'il y a du contact. On considère que plus de 80% de la population a été en contact avec le HPV à partir du moment où il y a eu en particulier des rapports sexuels, même si les contacts intimes suffisent. Le préservatif est toujours intéressant, bien sûr, mais largement insuffisant, puisqu'on a une transmission qui est toujours présente. Donc, quand il y a 100 patients par an qui utilisent le préservatif, moins de 5% des rapports, il y a une transmission à 89,3. Par contre, quand il y a l'usage du préservatif en permanence, la transmission baisse à 37,8. Il peut y avoir une transmission indirecte, alors elle est plus rare. On a eu le signalement de cas par rapport à des spéculums mal nettoyés. Et la transmission verticale mère-enfant, ça concerne essentiellement le HPV 6 et 11 avec la papillomatose laryngée juvénile chez nourrisson dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui. Parmi donc 80% de la population en contact, il y a l'infection qui persiste chez environ 10% des personnes infectées avec les facteurs de risque que vous voyez ici, en particulier le nombre de rapports sexuels avec la multiplicité des partenaires, l'âge précoce, le tabagisme, les co-infections à d'autres IST et surtout le VIH, c'est très fréquent, l'infection à HPV chez les personnes VIH+. Chez ces personnes-là, il peut y avoir des dépistages systématiques qui peuvent être d'ailleurs mis en place. La persistance va dépendre aussi de la charge virale et du type du HPV, le 16 et 18 étant particulièrement coriaces. Le pic de l'infection reste avant 25 ans, mais on commence à voir de nouveau un pic d'infection qui arrive dans une deuxième partie de la vie, au-delà vers l'âge de 40 ans, quand il y a des fois une nouvelle jeunesse, des changements de vie à ce moment-là. Alors les HPV peuvent faire différentes pathologies. Bon, on a les choses plus simples que vous connaissez tous les verrues. Simples. Il y a les verrues génitales, les condylomes. Vous avez une magnifique image ici. Alors, ça peut sembler tout mignon, crête de coq, etc. Mais ça peut être aussi douloureux, persistant et très difficile pour les jeunes qui ont leur vie sexuelle qui a commencé souvent il n'y a pas longtemps. Ça donne des complexes, il y a besoin de traitement au laser, etc. Donc c'est pas du tout anodin, c'est pas parce que ce sont des souches qui ne sont pas oncogènes qu'il faut banaliser le vécu. La papillomatose laryngée dont je vous parlais, la tumeur de Busch-Lowenstein, je vous en parle pas vraiment parce qu'elle est très rare, mais il faut savoir que ça peut exister. Donc c'est un énorme condylome qui peut évoluer vers la malignité et qui est souvent en localisation anorectale, en particulier chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Mais ça reste rare. Donc, on parlait de HPV oncogènes, ils peuvent être responsables de nombreux cancers. Alors, cette pyramide n'est pas à l'échelle. On voit qu'en bas, le socle de la pyramide, c'est toute la prévalence des verrues anogénitales chez les HPV à bas risque. Après, vous avez les lésions précancéreuses, les cancers du col de l'utérus. On va en reparler plus en détail. Les lésions de la vulve et après, tout ce qui est sphère ORL. Ensuite, cancer de l'anus. Les chiffres ici sont à l'échelle de la métropole. Donc là, on voit tout en haut cancer du pénis, 90 cas à l'échelle de la métropole, c'est pas beaucoup, on s'attarde pas dessus. C'est pas notre argument principal, on va dire.
faut savoir que 5% des cancers au niveau mondial sont attribués au HPV. Donc déjà, si on peut avoir une vaccination qui protège contre le HPV, ça diminue énormément. Enfin, c'est pas anodin. En particulier, donc, concernant le cancer du col de l'utérus, causé à 99% par le HPV. On a aussi les autres localisations, vulve, vagin, au niveau de l'anus. Ça reste rare parmi les cancers digestifs, mais on a une incidence qui augmente progressivement. Alors là, c'est trop rare pour qu'on puisse en retrouver trace dans le registre des cancers de Nouvelle-Calédonie. Mais avec l'évolution des pratiques sexuelles, eh ben, on a aussi une augmentation des cancers anaux chez les femmes et des cancers oropharynx aussi en augmentation chez les femmes, même si, on va le voir, les cancers ORL sont beaucoup plus fréquents chez les hommes. Donc justement, chez les cancers des voies aériennes digestives supérieures, donc on peut avoir deux typologies de façon très schématique. Les cancers qui touchent les personnes plus âgées qui ont des facteurs de risque de type alcool, tabac, cannabis. Mais on a aussi l'autre partie, c'est les cancers du HPV, où là le HPV n'est pas un facteur de risque, mais un facteur déclencheur. Et parmi ces cancers ORL HPV induits, ils touchent vraiment beaucoup plus les hommes que les femmes. Alors le nombre de cancers ORL et HPV induits est inférieur au cancer du col de l'utérus. C'est pour ça qu'on a quand même beaucoup axé sur le cancer du col de l'utérus. Mais il faut voir que les hommes ne sont pas indemnes des cancers HPV induits et que ceux-là se dépistent assez peu, peuvent se dépister aussi à un stade avancé de la maladie quand il y a déjà des symptômes qui se développent. Donc ça, c'est une difficulté supplémentaire. Le dépistage commence à se faire de façon un peu plus systématique selon les profils, en particulier quand il y a du VIH. Certains spécialistes pensent que avec la vaccination chez les filles, le nombre de cancers du col d'utérus va passer sous les cancers ORL HPV induits chez les hommes dans les années qui viennent. Donc on est sur des infections sur du long terme. Dans la plupart du temps, il y a une guérison spontanée, mais ça peut se chroniciser sur quelques années. Et ensuite, entre la lésion précancéreuse et le cancer invasif, il y a encore beaucoup d'années qui se passent. D'où aussi l'intérêt de faire le dépistage par frottis ou recherche HPV dans un futur plus ou moins proche, à intervalles importants. On ne fait pas tous les ans. Si on fait des frottis trop régulièrement, on peut dépister des anomalies qui guériraient tout seul. En espaçant les frottis, on a plus de probabilité de tomber sur des lésions qui ne guériront pas spontanément. Et faire un frottis trop souvent peut être très anxiogène par rapport aux bénéfices attendus. Concernant le cancer du col de l'utérus, donc même si la contamination se fait souvent chez les femmes jeunes, le pic d'incidence du diagnostic il est à 45 ans. On a certaines associations ou collectifs en tout cas qui nous disent « Ah bah c'est pas besoin du vaccin parce qu'on a le frottis ». Il ne faut pas oublier que le taux de survie à 5 ans, il n'est quand même pas énorme. On est à 62% à 5 ans en 2010. Donc ça reste un cancer qui peut être grave. Ce n'est pas non plus anodin, banalisé. Je ne vous en parle pas plus pour l'infographie, ça parle d'elle-même. Vous connaissez ce type de schéma. Alors, concernant les lésions précancéreuses du col de l'utérus, on a une augmentation qui se fait, en particulier en Nouvelle-Calédonie, on en a 2 fois plus qu'en métropole. En métropole, on a des chiffres importants de conisation. La conisation aussi, ça reste quelque chose de pas banal. Les femmes peuvent accoucher plus prématurément après une conisation, d'autant plus qu'avec l'âge de la première grossesse qui est retardé au fur et à mesure des années, la probabilité qu'une femme conisée ait une première grossesse augmente d'année en année. Alors la vidéo, est-ce que tu peux la lancer peut-être ? C'est une petite vidéo de conisation. Âme sensible s'abstenir. Pour que vous voyez comment ça se fait concrètement. Donc là aussi, les gens qui disent il n'y a pas besoin de vaccin parce qu'il suffit de faire des frottis. Ça veut dire qu'on fait aussi des conisations quand il y a besoin. Voilà. Même si ça cicatrise très bien après, ça augmente les risques et l'anxiété pour les femmes, etc. En Nouvelle-Calédonie, plus localement,
Donc le cancer du col d'utérus, c'est le 6e des cancers les plus fréquents ici, avec une incidence à 14,3 pour 100 000 personnes années. Le taux de survie à 5 ans, ici, on est à 63%, donc ça correspond au chiffre de 2010 qu'on avait vu. 37% des femmes avaient moins de 50 ans au diagnostic. Et par contre, on a la difficulté que beaucoup de cancers sont diagnostiqués trop tard quand il y a l'apparition de symptômes à un stade avancé. Donc ça, c'est le manque de recours au frottis de dépistage qui est pourtant un dépistage organisé, coordonné au niveau du service de l'Agence sanitaire et sociale. Les lésions précancéreuses, elles, bien sûr, sont beaucoup plus fréquentes. C'est vraiment une problématique de santé publique. Toujours sur la Nouvelle-Calédonie, le registre des cancers de la DAS, on a de l'HPV retrouvé, enfin 20% des cancers des voies aériennes digestives sont dus au HPV et 50% des cancers oropharynx. Donc c'est pour ça aussi que la vaccination des garçons, entre autres, c'est non pas seulement la protection des filles contre le cancer du col d'utérus, mais c'est aussi la protection individuelle des garçons. Surtout que ce sont des cancers qui touchent aussi potentiellement des populations jeunes. C'est pas une accumulation de vie avec des facteurs de risque importants. Donc le dépistage, je vous en parle rapidement. En Nouvelle-Calédonie, on fait 2 frottis espacés de 1 an, puis après c'est tous les 3 ans, à partir de 20 ans jusqu'à 65 ans. En métropole, les recommandations de la HAS, c'est à partir de 25 ans, 2 frottis espacés de 1 an. À partir de 30 ans, c'est un frottis tous les une recherche HPV tous les 5 ans jusqu'à 65 ans. Donc là, ces recommandations HAS qui sont plus récentes, on tend vers ça. En Nouvelle-Calédonie, le dépistage organisé est possible à partir de 17 ans. Donc il ne faut pas oublier que dans certaines situations, quand il y a des agressions sexuelles dans l'enfance, il peut y avoir contact avec du HPV chez les enfants jeunes. Et donc du coup, on ne peut pas se contenter de dire tout le monde a 25 ans, ça dépend forcément des patientes que vous avez en face d'elles et de ce qu'elles pourront dire de leur histoire. Parce qu'un enfant agressé dans l'enfance, ça peut développer un cancer à l'âge de 20 ans. Donc, concernant le dépistage organisé en Nouvelle-Calédonie, on a 30% seulement des bénéficiaires que nous invitons qui font le frottis. Par contre, il y en a pas mal en secteur privé, à peu près autant. On a 12% des frottis qui sont pathologiques, suspects ou patho. Et dans la province sud, les femmes elles consultent bien, mais vous avez certainement des femmes des provinces, la province des îles Loyauté que vous consultez parfois. Elles sont seulement la moitié à consulter après un frottis suspect ou pathologique. Ça, c'est une vraie problématique qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans le dépistage du cancer du sein. D'ailleurs, je vous invite à la soirée du 24 mai sur le dépistage du cancer du sein. On peut en reparler. La vaccination, pour rentrer dans le cœur du sujet, enfin j'y étais déjà bien je pense, ça protège contre les HPV qui sont responsables de 90% des cancers. Donc pas de 100%, parce qu'on était à 7 HPV oncogènes sur les 9 ou 10. Les effets indésirables, la plupart sont bénins, on va en parler. Les effets indésirables graves sont rarissimes, on va en parler parce que c'est souvent le sujet qui revient dans les peurs des parents. Donc la balance penche clairement en faveur de la vaccination. Concrètement, avant 15 ans, c'est 2 doses à 6 mois d'intervalle. Alors c'est jamais 6 mois pile poil, vous savez ce que c'est. Si il y a moins de 5 mois ou plus que 13 mois entre les 2 doses, il faut en faire une 3e. 2 mois après. Après les 15 ans, c'est 3 doses pour tout le monde avec ce schéma 0, 2 et 6 mois. Alors, on s'est fortement recommandé avant l'âge de 15 ans, puisque plus on le fait jeune, on peut le faire à partir de 9 ans en Nouvelle-Calédonie, meilleure efficacité pour la protection contre le HPV. La vaccination qui protège à 90% chute vers les 50% plus on dépasse les 17 ans. Voilà. Mais un rattrapage du coup est toujours intéressant, entre 15 et 19 ans pour les filles et les garçons, même après le début des rapports sexuels, jusqu'à 26 ans pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Ça fait longtemps que c'est recommandé et c'était déjà remboursé en Nouvelle-Calédonie.
Une autre peur qui revient souvent chez les parents, qu'est-ce qu'il y a dans ce vaccin? Il n'y a pas d'ARN messager, il n'y a pas de virus vivant atténué, c'est des protéines L1. Concernant l'aluminium, il y a bien du sulfate d'hydroxyphosphate d'aluminium amorphe. Mais si on regarde l'intégralité du calendrier vaccinal, on récupère avec ça 820 fois moins d'aluminium qu'avec l'alimentation tout au long de sa vie. Voilà. Donc on peut vraiment relativiser l'apport d'aluminium par le vaccin, c'est peanuts. Concernant la vaccination en milieu scolaire, au niveau de l'agence sanitaire sociale, on le propose pour les jeunes qui ont 12 ans dans l'année. Pour des raisons logistiques, on ne peut pas malheureusement inclure d'autres enfants. Dans ce cas-là, on renvoie vers les professionnels en extérieur. C'est sur autorisation parentale signée. Et concernant l'agence sanitaire sociale, on fait 2 sessions, une début d'année qui est en train de se finir, une fin d'année. Donc pour première et deuxième dose, avec des rattrapages, des absents, il y a beaucoup d'absentéisme en fin d'année scolaire en particulier. Là, on a fait première dose des filles. On attendait la fin d'année scolaire pour faire la première dose des garçons, parce qu'on va l'accompagner d'une campagne de communication qui va aussi vous soutenir au quotidien pour mieux faire comprendre aux familles l'intérêt de la vaccination de leurs garçons. Étant donné que jusqu'à présent, la communication était beaucoup axée sur le cancer du col de l'utérus, c'est vrai qu'il y a un travail à faire de pédagogie là-dessus. Le remboursement du vaccin, 100% avant l'âge de 15 ans, garçons et filles bien sûr. Et pareil, à partir de 15 ans, garçons et filles, 40% CAFAT et complémentaire ou selon l'aide médicale, selon les recommandations, donc jusqu'à 26 ans. D'ailleurs, c'est pas, il y a des études qui montrent que la vaccination anti-HPV à l'âge adulte, pour les femmes qui ont été conisées, diminue par 2 le risque de récidive du cancer du col de l'utérus. Donc c'est pas impossible que dans le futur, les recommandations, ou en tout cas la vaccination, soient élargies à ce niveau-là. En pratique, comme je dois aller vite aujourd'hui, je vous le fais, c'est rapide, c'est... D'accord. Ok, je me presse. C'est une IM tout simplement, dans le bras si possible. Et concernant les effets indésirables, donc les très fréquents, c'est les céphalées, mais aussi tout ce qui est habituellement sur les vaccinations au niveau du point d'injection. Les effets indésirables fréquents, fièvre, fatigue, nausée. Les effets indésirables qui sont marqués ici, peu fréquents. Chez nous, dans la vaccination en milieu scolaire, c'est plus fréquent, c'est tout ce qui est malaise, syncope. Par contre, on a constaté que quand elles étaient à jeun, elles étaient en effet plus sujettes à faire des malaises, donc nous leur donne une collation. Après, on est dans un contexte un peu particulier, c'est des groupes de filles de 10 filles de 12 ans qui papotent entre elles, qui se montent un petit peu la tête. Donc voilà, hein, l'atmosphère apaisante aide beaucoup. Les effets indésirables rares, on peut avoir une hypersensibilité, ou ça peut être au niveau vraiment local, sensitif local. Et effet indésirable très rare, comme beaucoup de vaccins, hein, c'est bronchospasme, choc anaphylactique. Alors là, c'est la RCP du garde-asile 9. Ça reprend ce que je vous ai dit, je vous les avais juste classés dans l'ordre fréquent, très fréquent. Par contre, dans la RCP du garde-asile 9, ils ont rajouté un petit encart par rapport au garde-asile tout court, puisque le garde-asile 9 est commercialisé depuis quelques années, mais le garde-asile, le 9 depuis quelques années, le garde-asile a une plus grande antériorité, et donc on a eu une large population qui a été vaccinée. Donc ils ont parlé dans la RCP des cas qui avaient été remontés à la pharmacovigilance, avec, pour le laboratoire dans sa RCP, dans un souci d'exhaustivité, il note tout ce qu'on lui a remonté, y compris des choses qui n'ont pas été prouvées en lien avec la vaccination anti-HPV, mais pour dire qu'il n'est pas possible d'estimer de manière fiable la fréquence. On rappelle aussi bien sûr que le vaccin contre le HPV n'est pas un vaccin contre le syndrome de Guillain-Barré ou d'autres maladies comme ça. Donc il peut y avoir aussi des coïncidences. En tout cas, cette extrapolation fait que dans la RCP du garde-asile 9, il y a ça qui est noté, alors que les études populationnelles n'ont pas spécialement mis ça en évidence. Je vais aller un peu plus en détail. Voilà, ce que je dis, c'est pas parce que c'est notifié qu'il y a un lien de causalité.
Donc, il y a une surveillance renforcée qui a été mise en place parce qu'il y a eu des cas qui ont été médiatisés. Et en 2014, l'Agence nationale de sécurité du médicament et l'assurance maladie ont fait une grosse étude, 2,2 millions de jeunes filles quand même, dont 840 000 vaccinées, pas de surrisque sur les 12 maladies auto-immunes, et concernant Guillain-Barré, un surrisque de 1 à 2 sur 100 000, c'est extrêmement faible, et surtout une évolution favorable dans 90 à 100% des cas. Donc on est loin aussi des tableaux dramatiques brossés par certains opposants à la vaccination. C'est une spécificité française. Les autres études internationales n'ont retrouvé aucune augmentation du Guillain-Barré. La balance bénéfice-risque reste en faveur de la vaccination. Et on retrouve d'ailleurs absolument aucun lien entre vaccination et sclérose en plaques dans ces études. De toute façon, vous connaissez la pharmacovigilance. Quand on a un effet indésirable inattendu, donc bien sûr pas tout ce fréquent, mais inattendu ou grave et qui est susceptible d'être en lien avec la vaccination, si quelqu'un est allergique aux fruits de mer qui fait un choc anaphylactique après, juste la vaccination mais qu'il a pris des fruits de mer, c'est pas la vaccination, c'est les fruits de mer. La DAS transmet à l'ANSM. Ce n'est pas à vous de faire l'enquête et n'importe qui peut remonter à la pharmacovigilance. Par contre, c'est vraiment intéressant de faire après, de prendre des nouvelles pour faire le suivi post-déclaration, voir ce qu'il en est. La déclaration de pharmacovigilance, il y a un formulaire qui est directement accessible sur le site de la DAS, si vous avez déjà eu l'occasion de le faire. Alors, questions fréquentes des parents, ça va peut-être d'ailleurs balayer quelques questions que la salle aura, donc j'espère gagner du temps là-dessus. À quoi sert le vaccin? Donc, petite spécificité, le vaccin il a l'AMM pour le cancer du col de l'utérus, vulve, vagin, anal et verruginital, mais il n'a pas encore l'AMM pour les cancers ORL. Parce que c'est trop récent, la mise en place généralisée aux garçons, il n'y a pas encore assez d'études. On pense très certainement qu'à l'avenir, ça sera le cas, mais à l'heure actuelle, stricto sensu, ce n'est pas le cas. Par contre, on est d'accord que comme il diminue la prévalence du HPV, moins d'HPV qui circulent, moins de cancer ORL. Donc il y a une protection directe et indirecte, donc individuelle et populationnelle, des garçons et des filles. Le vaccin est-il obligatoire? Non, fortement recommandé, mais ce n'est pas obligatoire et ce n'est pas prévu à l'heure actuelle. Mon enfant n'est-il pas trop jeune? Alors, il vaut mieux faire le vaccin quand l'enfant est jeune, c'est pour ça que nous on le fait à 12 ans, on peut le faire à partir de 9 ans. Il faut vraiment décorréler ça de l'entrée dans la vie sexuelle. C'est pas parce qu'on vaccine qu'il y a un lien avec le début des rapports sexuels. Le baromètre santé coordonné par Dr Pascal de Magmena, qui prendra la parole après, on voit que montre que le début des rapports sexuels reste relativement stable à 17 ans et demi. Par contre, après 17 ans, le taux de protection chute énormément. C'est pour ça que c'est intéressant de le faire bien avant l'âge de 15 ans. Le vaccin est-il risqué? Non, sinon il ne serait pas commercialisé. La balance bénéfice-risque est favorable. Il y a moins de risques à faire le vaccin qu'à ne pas le faire. Il est surveillé par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Et comme tous les vaccins, il a des effets indésirables, bénins qui sont fréquents, et rares qui sont plus gênants mais qui sont rarissimes. Et pas d'augmentation des maladies auto-immunes pour résumer. La composition du vaccin, j'en ai parlé, c'est des protéines. Le préservatif ne suffit pas à se protéger, même s'il diminue de 50% la transmission. Mais comme la transmission de base elle est très importante, ça ne sera pas suffisant. Pourquoi se faire vacciner avec les frottis? Ça, je pense qu'on vous l'avez bien compris aussi. Déjà parce que le vaccin est efficace à 90%. Alors pardon, j'ai fait le contraire. Voilà. Pourquoi se faire vacciner alors qu'il y a les frottis? Le vaccin est efficace à 90% et pas à 100%, donc il faut continuer les frottis de toute façon. Les frottis qui permettent de dépister mais pas de prévenir. Et s'il y a des lésions qui apparaissent, il faut bien en faire quelque chose avec les soins, la potentielle colonisation, l'anxiété, etc. Et des potentiels cancers derrière si ce n'est pas pris un temps. Certains parents sont aussi sensibles à cette notion-là
de protéger les futures grossesses de leurs filles. Question fréquente des parents encore. Comment un vaccin pourrait-il protéger contre un cancer? C'est un vaccin qui protège contre le cancer parce que il y a des virus qui peuvent donner différents cancers. Et donc voilà. Une fois qu'on a compris ça, mais c'est vrai que pour beaucoup, c'est pas intuitif. Voilà. Sans forcément rentrer dans le détail du virus qui fait muter les cellules, encore qu'on peut expliquer ça. Voilà. Pourquoi ne vaccine-t-on les garçons que maintenant? Alors ça, c'est une bonne question. Il y a des pays qui ont commencé depuis des années, en particulier nos voisins australiens ont été précurseurs. Nous, on pouvait déjà en Nouvelle-Calédonie, puisqu'il y avait déjà un remboursement qui était fait en partie. Mais là, la délibération du Congrès de novembre va vraiment vers un élargissement avec le côté fortement recommandé qui permet une prise en charge à 100%, etc. Donc, c'est élargi, mais c'est pas une nouveauté stricto sensu. On a quand même un bon recul sur la vaccination des garçons. Les Australiens qui d'ailleurs voient vraiment une diminution des lésions précancéreuses du col de l'utérus et une diminution des verrues génitales. Maintenant. Notre corps ne peut-il pas se défendre tout seul contre le HPV? Si, fort heureusement, la plupart du temps, la plupart des gens vont éliminer le HPV. Malheureusement, pour les 10%, il peut s'installer et dans ces 10%-là, une petite partie pourra développer un cancer. C'est une autre question qui revient aussi. 9 virus d'un coup, est-ce que c'est pas trop? Alors, il y en a qui trouvent que c'est pas assez parce qu'en fait, il y a 200 HPV. Il y en a qui trouvent que c'est trop parce que ça fait 9 d'un coup. En expliquant que voilà que c'est juste une protéine d'un virus, ça passe souvent mieux. Et puis voilà, on est tellement à se défendre contre plein de microbes au quotidien que c'est pas grand-chose. Et puis ça évite de multiplier les injections. Ça, pour le coup, c'est un argument aussi qui parle. Est-ce que le vaccin fait mal? C'est une question fréquente. C'est comme tous les vaccins, pour le coup, on y aime. Voilà. Concernant les polémiques, vous en avez entendu parler, certainement. Beaucoup d'entre vous ont certainement reçu des informations dans votre boîte mail. Il y a cette notion d'absence de preuve que la vaccination est efficace pour lutter contre les cancers du col de l'utérus. En fait, cet argument, il est complètement biaisé parce qu'il joue sur la durée d'évolution de l'installation des lésions. Comme la durée d'installation, on est surtout sur du 15 ans, le Gardasil, il a été commercialisé vers 2006, c'est encore tôt pour voir apparaître des choses sur des études qui datent d'il y a quelques années. Donc là, on voit une diminution des lésions précancéreuses, mais il n'y a pas encore de preuves sur les lésions cancéreuses. C'est trop tôt. Voilà, c'est un argument qui est vraiment fallacieux, qui est utilisé par certains. Par contre, ils oublient de dire que dans les mêmes articles, on marque que l'efficacité sur les lésions précancéreuses rend fortement probable l'efficacité contre les lésions cancéreuses. Et enfin, il y a des histoires individuelles et il y a aussi des questionnements sur les laboratoires, sur le Gardasil, avec des procès qui ont été lancés un peu partout. Mais là, à l'heure actuelle, en particulier en métropole, il n'y a pas, et tous les procès ont été classés sans suite. Et en Inde, le laboratoire a en effet été condamné, mais pas par rapport à la sécurité du vaccin, mais parce que les conditions dans lesquelles la vaccination avait été mise en place, les essais de vaccination, n'étaient pas éthiques et ne correspondaient pas à notre éthique, à l'éthique internationale sur les essais vaccinaux. Donc, la meilleure des réponses pour tout ça, c'est que on reste tous loyaux, exemplaires, honnêtes. L'information, ça, c'est vraiment la clé pour expliquer, donner notre position sans forcément chercher à convaincre à tout prix. Souvent, c'est la meilleure façon. Et faut pas oublier que beaucoup de familles nous demandent, nous, notre avis, demandent, vous, docteur, vous, madame la sage-femme, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous vaccinez vos enfants? Ils attendent des réponses. J'espère que vous en avoir donné un certain nombre et c'est maintenant la place aux questions. Ah oui, pardon. Là, c'est la fin du topo pour moi. Ah, tous les topos. Merci.
avec toi. Considération. Donc, moi, je vais intervenir sur la tuberculose. L'an dernier, on a travaillé dessus. J'espérais que à cette période de l'année, les textes auraient été changés et qu'on pourrait le mettre en application. Ce sont des projets. C'est un projet qui devrait voir le jour d'ici la fin de l'année. J'espère. Donc, en fait, pourquoi on a fait évoluer la prise en charge et les enquêtes de la tuberculose? Parce qu'en fait, en 2021 et 2022, l'OMS a émis de nouvelles recommandations. Dans le cadre des enquêtes, elle a émis de nouvelles recommandations pour justement aider les pays pour qui le taux de tuberculose reste suffisamment important, ce qui est notre cas. Nous, depuis plusieurs années, on reste à un taux élevé, on est en plateau, on a bien descendu, hein, quand vous regardez. En 1966, on était à plus de 200 de prévalence, 200 pour 100 000. Là, on est autour de 10,7. On tourne entre 11 et 9 tous les ans, on descend pas plus bas, on n'arrive pas. Il y a quelques années où on descend à peine un petit peu plus bas, mais on reste à ce niveau-là, on n'arrive plus. Depuis, vous avez vu, depuis 2008-2010, on reste à un taux, on baisse pas. C'est-à-dire qu'on a quand même un taux de tuberculose qui reste suffisamment élevé pour ne pas pouvoir enlever le BCG. Pour arrêter la vaccination du BCG, il faut qu'on ait moins de 5 pour 100 000 bacillifères 3 années d'affilée. On en a eu deux fois, 2 années d'affilée, puis la 3e année, c'est remonté les bacillifères. Donc du coup, on ne peut pas supprimer la vaccination. Et surtout, on se retrouve quand même tous les ans avec pas mal de tuberculeux qui sont essentiellement pour la grande majorité en province nord. Donc dans les nouvelles définitions, l'OMS a défini différemment. Avant, on parlait de primo-infection tuberculeuse latente, la PITL, que tout le monde connaît. Maintenant, on parle juste de tuberculose infection. Donc ça comprend tout ce que nous on disait. C'est donc une personne qui a été en contact avec le bacille de la tuberculose, mais qui n'a pas développé la maladie. C'est-à-dire qu'elle a une IDR positive, en gros, hein, mais que ça, pas de signe clinique. Et la tuberculose maladie, donc c'est ce qu'on appelait, c'est la maladie, c'est la tuberculose en elle-même. Là, il a été en contact avec le bacille et en plus, il a développé des signes de tuberculose. Donc, on n'a plus que deux définitions, tuberculose infection, le contact avec la maladie, mais pas la maladie, et la tuberculose maladie. Donc c'est vraiment 2 définitions importantes qu'on va reprendre après et ça change complètement notre vocabulaire et notre manière de suivre. Ça va prendre du temps pour qu'on s'habitue à utiliser ces nouvelles définitions. Donc on a aussi changé les contacts. Qu'est-ce qu'un contact étroit dans une enquête tuberculeuse? Quand est-ce qu'on définit, est-ce que la personne elle a été en contact étroit avec la personne tuberculeuse bacillifère? Mais en fait, c'est souvent les gens qui vivent dans le même foyer, c'est les personnes, le contact familial, c'est les personnes qui vivent dans le même foyer, qui dorment ensemble, qui vivent ensemble. Mais il y a aussi des contacts étroits qui sont à l'école, qui sont parce qu'on est enfermé dans la même pièce pendant plusieurs années, quand on travaille plusieurs mois, quand on travaille dans un local fermé, quand on fait du sport aussi avec des sports de combat où on est très proche. Ça, c'est des contacts étroits. Mais la priorité des priorités quand on fait une enquête tuberculose, c'est vraiment le contact familial et domestique. Mais il ne faut pas oublier le travail, l'école, parce que ça c'est important aussi. Et on peut passer à côté de gens qui ont été aussi contaminés et qui pourront développer plus tard la maladie. Donc c'est vraiment important de faire attention à tout ça pendant l'enquête. En règle générale, les enquêtes, ils n'ont pas pu venir, elles sont portées par des référents. Donc il y a un référent tuberculose pour le Nord et les îles qui a changé. Pour ceux qui connaissent, c'était Jean-Baptiste Gomery jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Donc maintenant, pour l'instant, c'est Béatrice Ajaponia. Et pour la province sud, depuis 2 ans, il y a un référent tuberculose, donc un coordinateur tuberculose. Donc eux, leur rôle, c'est ils reçoivent les déclarations de tuberculose de la DAS. Ils vont aller rencontrer le patient pour définir qui sont les contacts étroits. Et ensuite, ils vont aller rencontrer le médecin traitant pour voir si lui veut bien faire l'enquête. Et s'il veut pas faire l'enquête, c'est le dispensaire en fait le plus proche du domicile du patient qui va prendre le relais pour faire l'enquête et examiner et voir les gens.
Donc une enquête tuberculose, avant, pour ceux qui en ont déjà fait ou qui savent, avant on faisait pour un bacillifère, parce qu'on fait des enquêtes tuberculeuses qu'autour des bacillifères. Et là on recherche qui il a pu contaminer. Avant, on faisait AM0, on voyait les gens, on leur faisait un examen clinique, une radio pulmonaire et pour les moins de 16 ans, une IDR. Ça c'était l'ancien protocole, qui est encore valide mais pas pour longtemps. Et au-delà de 16 ans, c'était un examen clinique, une radio pulmonaire en systématique aussi, et pas d'IDR, rien d'autre. Donc ça, c'était, on les voyait 2 fois, les gens. Donc c'est compliqué. Des gens qui viennent, qui sont pas malades, qui se sentent bien, les faire venir 2 fois, une consultation, une radio pulmonaire et pour les enfants une IDR, c'est vraiment c'est difficile à faire et c'est pas toujours évident de récupérer tout le monde à M3. Dans les nouvelles recommandations de l'OMS, c'est on fait plus ça. On les voit qu'une seule fois. Une seule fois, mais vous verrez après, ce qui change, c'est la suite. Donc pour les enfants de moins de 5 ans, ce qui a été travaillé l'an dernier avec l'ensemble des professionnels et les pédiatres de l'hôpital, c'est de comment nous on décide de faire cette enquête. Donc pour les enfants de moins de 5 ans, il a été décidé qu'il y a d'abord un examen clinique et une radio pulmonaire. Si l'examen clinique est pas normal, il va directement à l'hôpital parce qu'il faut le prendre en charge. S'il y a un doute à l'examen clinique, il faut l'hospitaliser. Donc là, il part en recherche de tuberculose évolutive. Il y a une petite lumière ? Non, oui, voilà. Il part en recherche de tuberculose évolutive. Si l'examen clinique est normal, il fait une radio pulmonaire en systématique pour les moins de 5 ans. Si elle n'est pas normale, c'est pareil, on part en recherche tuberculose évolutive. Et si elle est normale, on lui propose un traitement préventif de la tuberculose. Et vous allez voir que dans les traitements préventifs de la tuberculose, là aussi, les nouvelles recommandations de l'OMS sont très intéressantes, puisqu'on va changer de traitement préventif. C'est pas celui-là. Pour les adultes et les enfants de plus de 5 ans, on continue pareil. On va faire un examen systématique. L'examen systématique. S'il est pas normal, il part à l'hôpital en recherche de tuberculose évolutive. Si l'examen clinique est normal, à ce moment-là, on va proposer un quantiféron. À savoir quand même qu'il faut faire attention qu'une personne qui a eu la tuberculose, il y a même longtemps, il y a même plus de 10 ans, elle va rester avec un quantiféron positif. Donc on ne pourra pas faire de quantiféron aux gens qui ont déjà eu une tuberculose. Elle reste très très longtemps, plus de 10 ans positif le quantiféron. Donc si ils n'ont jamais eu la tuberculose, qu'ils ont un quantiféron qui est négatif, on estime qu'ils n'ont pas été en contact avec la tuberculose, ça s'arrêtera là au niveau de l'enquête. On les voit une seule fois, un examen clinique, un quantiféron, et ça s'arrête là. Si c'est positif, le quantiféron, on fera une radio pulmonaire. Et là, si elle n'est pas normale, on revient sur la recherche tuberculose évolutive. Mais si elle est normale, comme il a un quantiféron positif, on propose un traitement préventif. Jusqu'à présent, on proposait un traitement préventif de la tuberculose qu'aux enfants de moins de 5 ans. Là, les nouvelles recommandations de l'OMS, c'est de proposer à tout le monde. Dès qu'il y a eu un contact avec la tuberculose, dès qu'on a une tuberculose infection, ils disent il faut mettre en place un traitement. L'objectif, c'est à terme de ne plus avoir de tuberculose bacillifère dans les années qui suivent. C'est ça l'objectif. Le traitement préventif, donc il va être, comme on a vu tout à l'heure, il va être pour tous les enfants de moins de 5 ans qui ont un examen et une radio pulmonaire normale. Pour les enfants de plus de 5 ans et adultes qui ont un examen clinique normal, mais un quantiféron, une radio pulmonaire normale, mais un quantiféron positif. Et aussi pour les personnes à risque. Dans les personnes à risque, on a les dialysés. On a travaillé aussi l'an dernier avec les gens du Résir pour définir et voir avec eux comment on va faire pour le suivi des dialysés. Ils ont un taux énorme de tuberculose en dialyse. Ils ont plus d'1% de tuberculose annuellement. Donc c'est vraiment important et ça demande un dépistage systématique de la tuberculose chez les dialysés avec des traitements préventifs. Donc là, on a déjà travaillé avec eux. Ça avancera. Ça c'est déjà prêt dès que le texte va passer. En fait, tout est bloqué parce que les enquêtes, elles sont prises en charge par le fonds. Le fonds alors ça s'appelle le Fonds autonome de compensation en santé publique.
Donc c'est le fonds qui paye les enquêtes, parce qu'en fait faire venir les gens quand ils sont pas malades c'est compliqué, mais en plus quand il faut payer la consultation et la radio pulmonaire, eh ben c'est encore plus compliqué. Donc on avait obtenu que ce soit le fonds qui prenne en charge les enquêtes, et là ce qu'on veut c'est que le fonds il prenne en charge. Mais dans le fonds, on prend en charge une IDR pour les enfants de moins de 5 ans, et du coup là le quantiferon il pourrait pas être pris en charge. Or il est cher actuellement le quantiferon. C'est sûr que si on en fait beaucoup plus, les prix vont baisser, mais pour l'instant, ça reste un examen autour de 10 000 francs, un quantiferon. Donc on ne pourra pas faire des enquêtes tant que ce type d'enquête-là, tant que le fonds ne prendra pas en charge les enquêtes. Donc les traitements préventifs de la tuberculose, il y a des nouvelles recommandations. Le plus intéressant, c'est qu'il y a un nouveau traitement qui est apparu, qui est en fait un vieux médicament, la rifapentine. En fait, c'est un laboratoire qui l'a ressorti et il y a 2 ans à peu près. Et c'est un bon médicament qui marche très bien dans un traitement préventif. Le problème, c'est qu'il a mis un tarif très très important, très cher. L'OMS et l'Europe ont porté plainte contre le laboratoire. Donc ils ont obtenu qu'ils baissent les prix. Donc l'OMS a des tarifs, mais nous du coup on a voulu en commander et le laboratoire refuse de nous en vendre. Non, c'est même pas le prix, il refuse de nous en vendre. Donc le laboratoire, donc là on est en discussion, en négociation avec l'OMS pour que l'OMS nous vende les médicaments rifapentine. Et c'est un peu long. Et après, il faudra qu'on l'intègre au Simpex pour qu'il soit pris en charge. En fait, l'idée pour nous, ça va être de faire venir d'acheter la rifapentine à l'OMS, de la distribuer, de la donner aux distributeurs qui rachètent, qui vont racheter, les distributeurs vont racheter, ils vont le vendre à prix coûtant avec les frais de transport. L'idée c'est que ça soit, parce que c'est pas de cher, hein. L'OMS finalement a obtenu un prix très bon marché, on pourrait l'avoir très pas cher. Et l'avantage surtout, c'est que les traitements préventifs avec la rifapentine, ça peut être, c'est une prise c'est mélangé avec l'isoniazide, hein, c'est une prise par jour pendant 28 jours. Actuellement, les traitements préventifs pour les enfants de moins de 5 ans, c'est 3 mois. C'est le protocole isoniazide rifampicine. Donc c'est une prise par jour pendant 3 mois. Autant vous dire que les adultes qui sont pas malades, 3 mois de traitement, ils vont pas le faire. C'est pour ça qu'on se bat pour avoir la rifapentine, pour pouvoir avoir un traitement préventif pris en charge par les caisses et 1 mois seulement de traitement. Donc c'est vraiment intéressant. L'objectif, c'est 1 mois de traitement. On va y arriver, on devrait y arriver. 1 mois de traitement, ça devrait être plus facile. Surtout si on démarre le traitement du traitement préventif de la famille en même temps que le traitement de la tuberculose du patient. Si on le démarre en même temps, ça va se faire assez facilement, sans difficulté. Donc pour le suivi des traitements préventifs, on va essayer dans la réglementation, on veut qu'il y ait une délivrance observée du traitement. La DOTS, qui actuellement se fait dans certains cas, la DOTS, elle est surtout utilisée actuellement pour le traitement curatif de la tuberculose chez les gens pour qui on a peur que la compliance au traitement soit pas bonne sur les 6 mois. Donc la DOTS, elle est faite soit par quelqu'un du dispensaire, soit par quelqu'un de la famille, soit par une infirmière libérale. Il y a des infirmières libérales qui suivent des DOTS en brousse. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et on le fait aussi, la DOTS, elle est payée par le fonds. C'est ça qui est avantageux, c'est payé par le fonds, la DOT, pour les enfants de moins de 5 ans à qui on met un traitement préventif. On le fait pas en systématique, on le fait en fonction des familles, en fonction de la connaissance qu'on a de la famille et du risque de non-compliance. L'objectif, c'est que si c'est un traitement préventif, qu'ils le font pas bien et qu'on développe des résistances, c'est pas l'intérêt. Il n'y a aucun intérêt dessus. Donc c'est vraiment, on le fera que quand on pense que ce sera compliqué. C'est ce qu'on fait déjà actuellement. Le dépistage systématique, donc il est préconisé par l'OMS sur les zones géographiques à prévalence supérieure à 0,5%. Il y a des zones en province nord, particulièrement à Poniriouin, il y a une tribu à Goa où il y a 1 ou 2 bacillifères par an à la tribu, plus des non-bacillifères. Et il y a quelques années, moi j'avais fait un dépistage, je savais pas que c'était possible, mais j'avais fait un dépistage systématique de la tribu. On avait vu 400 personnes et on avait trouvé 2 bacillifères, d'autres tuberculoses. Pendant quelques années, on était tranquille à Goa, puis c'est reparti avec le temps, c'est reparti. Donc les personnes vivant avec le VIH, les contacts familiaux étroits, mais ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans le cas des enquêtes, et
et les dialysés si la prévalence est supérieure à 0,1%. Et ici, on est à 1%. Donc on est vraiment dans le cadre où on va mettre en place un dépistage systématique de la tuberculose maladie chez les dialysés. Donc c'est quelque chose qui va se mettre en place assez facilement. On en a discuté avec les gens du Résir, puisqu'en fait ils font un examen clinique quand ils arrivent à la dialyse. Ils ont un examen clinique systématique. Ils vont rajouter une radio pulmonaire et un quantiferon. Donc c'est pas grand chose à rajouter, qui vont permettre de faire du dépistage systématique des dialysés. Après avoir en fonction s'il y a quand même des tuberculoses qui apparaissent, voir comment ils vont faire l'enquête. Il faudra prendre en charge les gens qui font la dialyse en même temps, dans le cadre de l'enquête, et les soignants qui les accompagnent à la dialyse 3 fois par semaine. Et les établissements pénitentiaires, j'ai pas réussi à avoir le médecin qui s'occupe de la prison. Malgré 10 mails et 15 appels, je n'ai pas réussi à l'avoir. Donc je ne sais pas quelle est la prévalence de la tuberculose au centre pénitentiaire. Je ne sais pas. Et donc je ne sais pas s'il faut faire ou pas. Donc tout ça, ça pourra se mettre en place que quand la réglementation aura changé. C'est une des priorités de la DAS qui devait être là ce soir, mais qui n'est pas là. Je note. Et surtout quand on pourra importer la rifapentine. On a une réunion la semaine prochaine avec les grossistes et la pharmacie de l'hôpital, parce que c'est la pharmacie de l'hôpital qui va commander la rifapentine et la DAS pour discuter de l'organisation pratique de cette importation et de cette redistribution de la rifapentine. Et dès que le texte qui régit le fonds aura évolué, on pourra mettre en place ces nouvelles enquêtes. Voilà, j'ai fini. Bonsoir à tous. Après la tuberculose et le HPV, on va parler un peu de diabète. Alors des chiffres de prévalence, je parlerai sous l'autorité du docteur Pascal Domingue-Ménard, puisque c'est elle qui a conduit le baromètre santé, cette partie sur la prévalence du diabète. Et quand j'aborderai l'actualité dans le diabète, sous l'autorité de Bruno, qui est là ce soir avec nous. Alors pas de conflit d'intérêt dans le cadre de cette présentation et en général. En introduction, je dirais que le diabète, c'est une maladie métabolique, mais que l'enjeu, il reste cardiovasculaire. Pourquoi ? Parce que 8 diabétiques sur 10 vont mourir d'accidents cardiovasculaires. Ces complications micro- et macrovasculaires, vous les connaissez bien, elles touchent l'œil, le cerveau, les reins, les pieds, le cœur, le sexe, et elles sont redoutables pour nos diabétiques. Alors, ce diabète, c'est un problème de régulation contre-régulation de la glycémie. Vous savez que c'est le couple insuline-glucagon qui va permettre cette régulation, avec des différences selon le type de diabète, type 1 et type 2, bien entendu. Si on s'intéresse à ce qui se passe dans les départements et régions d'outre-mer, voilà des chiffres distribués par l'IRD en 2019 qui montrent que la moyenne nationale de cette prévalence était de 5%. Qu'elle était de 7,7% en Guyane, elle montait à 10% à la Martinique, 10,5% à Mayotte, 11% en Guadeloupe, et le pompon, c'est pour l'île de la Réunion avec presque 3 fois plus taux de prévalence du diabète comparé à la moyenne nationale. Alors, des particularités de ces diabétiques de l'outre-mer, une parité homme-femme qui est inversée. Les hommes sont plus fréquemment diabétiques en métropole, 56% d'hommes diabétiques. C'est le contraire dans les outre-mer, 54% de femmes à La Réunion, 57% en Guyane et 59% aux Antilles. Une autre particularité, c'est que les patients sont plus jeunes dans les outre-mer, que le niveau socio-économique est plus défavorisé, on a un gradient social de la maladie qui est retrouvé partout, que la proportion de patients, toujours dans le diabète de type 2, traités par insuline est plus importante outre-mer, et enfin les complications micro- et macrovasculaires sont plus fréquentes, alors même qu'on a affaire à une population de diabétiques plus jeunes, donc on va ramasser dans les années qui viennent. Si on s'intéresse aux résultats, alors ça c'était des chiffres en traite, des chiffres
de Santé publique France. Et puis en Calédonie, on a moins de chiffres, mais quand même la CAFAT fait des extractions de temps en temps. Et donc on a réussi à avoir une extraction sur les chiffres de fin 2019. On avait une prévalence du diabète en population totale de 5,74%. Elle augmente bien entendu avec l'âge, cette prévalence. Elle touchait 7,5% des plus de 20 ans et un quart des plus de 60 ans. Plus de 95% des diabétiques en Calédonie souffrent de diabète de type 2, un peu comme en métropole, 92%, 4,7% de diabète de type 1. Et puis on a de façon surprenante, dans ce diabète connu, déclaré à la CAFAT, une parfaite parité homme-femme avec 50,1% d'hommes et 49,9% de femmes. Et vous voyez à droite la pyramide des âges donnée par la CAFAT avec les tranches d'âge hommes à droite et femmes à gauche. Ce qui doit nous interpeller, c'est ces courbes d'évolution des maladies, longues maladies, déclaration CAFAT, où on voit en bleu le nombre d'assurés souffrant d'une longue maladie et on voit en rouge le nombre de longues maladies. Donc ce qu'on voit comme évolution au fil des années, c'est que nos patients qui souffrent de longues maladies sont de plus en plus polypathologiques. Et donc on va avoir des malades de plus en plus compliqués dans nos cabinets. Alors, on aborde les chiffres avec cette étude de prévalence qui est une des co-études de ce baromètre santé adulte. Ce baromètre santé, il est conduit par l'agence sanitaire tous les 5 ans. Donc, c'est la 3e édition qui aurait dû se dérouler en 2020. Elle a été débutée en 2021 et terminée en 2022 pour cause de Covid. Vous savez tous très bien tout ça. Alors, elle a comme objectif principal de décrire les niveaux actuels des principaux facteurs de risque de maladies chroniques dans la population adulte des 18-64 ans en utilisant la méthode de STEP de l'OMS. Donc, l'échantillonnage s'est fait avec une strate en 3 degrés, les provinces, les districts, puis les ménages, et on aboutit à l'individu. Vous voyez que 5400 logements ont été tirés au sort, que dans l'étape 1 et 2, on a eu des questionnaires et des mesures physiques, et que ça a concerné l'ensemble de ces logements. On a obtenu des déclarations auprès de 3700 personnes pour la première étape, donc du déclaratif, on interrogeait les patients. C'est 68% de participation, c'est pas mal. Dans l'étape 2, qui consistait à des mesures physiques, poids, taille par exemple, mesure de la tension artérielle, on a eu 63% de participation. Et dans la dernière étape, où on avait des examens biologiques, prise de sang, on avait 43% de participation. Alors, auprès de ces personnes, bien, on voit que la prévalence du diabète, elle est d'à peu près 11%. Donc on va voir comparé à l'étude de prévalence de 1993, on s'attendait à des chiffres bien plus élevés, 11% de ces 18-64 ans. C'était 8,9% en 93, on s'attendait à des chiffres plus élevés bien entendu. Donc ça c'est la bonne nouvelle, les chiffres sont pas aussi effrayants qu'on aurait pu le craindre. Une nouvelle un peu moins bonne, c'est le résultat du prédiabète en jaune. On a 17% de Calédoniens qui vont devenir diabétiques dans les années qui viennent, sauf s'ils venaient à changer de mode de vie, c'est ce qu'on souhaite. Alors, l'évolution de la prévalence est peu importante, on a cette chance. Les populations, il faut le garder à l'esprit, n'étaient pas exactement les mêmes. Pour l'étude de Caldia de 1993, les adultes étudiés avaient de 30 à 59 ans, alors que pour ce baromètre santé adulte, on a une population de 18 à 64 ans. Donc petite évolution de la prévalence, mais net recul du diabète méconnu. Donc on a fait du bon boulot tous ensemble dans ce dépistage de la maladie, puisque en 93, 3 diabétiques sur 4 s'ignoraient, ils étaient diabétiques, ils ne le savaient pas. On est passé de 75% de diabète méconnu à 17% aujourd'hui, donc très peu de diabète méconnu. Et on n'a pas à rougir de ces chiffres, de ce 17%, puisque le taux de diabète méconnu en métropole est de 23%, donc un peu pire qu'en Calédonie. Pour une fois, on fait mieux que l'Hexagone. Alors si on s'intéresse à l'écart homme-femme, eh bien on voit sans surprise que les chiffres du diabète connu déclaré ne sont pas la réalité du diabète en Calédonie, puisque on voit que la prévalence chez les hommes elle est d'à peu près 8%, là où elle est d'à peu près 14% chez les femmes, donc il y a un écart homme-femme
très important, comme ailleurs outre-mer. Donc c'était un résultat auquel on s'attendait, mais qui n'était pas décrit par les chiffres du diabète connu de la CAFAT. Alors, pourquoi cette différence homme-femme? Pourquoi cette inversion de la parité comparée à l'hexagone? Eh bien, bien entendu, la cause, c'est l'obésité. Et on voit sur ces résultats de ce baromètre santé, à gauche, les hommes, 2015-2021, à droite, les femmes, 2015-2021. Et on voit que cette part de l'obésité est très importante. 34% des hommes en 2021 souffrent d'obésité, 42% des femmes. Et c'est cette proportion de femmes obèses qui fait que les femmes souffrent plus de diabète de type 2 que les hommes dans les Outre-mer et notamment en Nouvelle-Calédonie. Si on s'intéresse à cette obésité homme-femme, selon l'appartenance de la population déclarée, on voit qu'il y a de grands écarts en termes de communauté. On voit à gauche les hommes, à droite les femmes. Ce qui ressort principalement, c'est que ce sont les Polynésiens au sens large, les Wallisiens, les Futuniens, les Tahitiens, qui payent le plus lourd tribut, avec 69% d'hommes qui souffrent d'obésité et 79% des femmes, suivi à peu près à égalité des populations mélanésiennes et métisses, et puis dans une moindre mesure les caucasiens et les personnes qui n'ont pas déclaré d'appartenance. Donc là encore, on va pouvoir adosser nos campagnes et nos actions de prévention et de santé publique à ces données très intéressantes du baromètre santé. On a vu l'approche quantitative avec l'IMC, on s'intéresse à l'approche qualitative avec le tour de taille, et on voit que l'obésité abdominale est en léger recul, c'est la bonne nouvelle. On était à 54% dans cette tranche d'âge en 2015. Les chiffres ont baissé un petit peu à 49%, mais on a tout de même un Calédonien adulte sur deux qui souffre d'obésité abdominale, qui font le lit des maladies de surcharge, diabète, tension, cholestérol, goutte, apnée du sommeil, cancer. Vous le savez très bien. Ce qui est plus intéressant, c'est que 2 fois plus de femmes souffrent d'obésité abdominale que les hommes. C'est 66% des femmes de 18 à 64 ans qui souffrent d'obésité abdominale contre 32% des hommes. Donc là encore, les campagnes devraient cibler les femmes. On voit que cette obésité abdominale, elle progresse sans surprise avec l'avancée en âge, puisque c'est 28% des 18-24 ans, déjà 48% des 25-44 ans et 59% des 45-64 ans. Enfin, en bas à droite, sur la slide, on voit que les provinces ne sont pas touchées de la même façon. 47% d'obésité abdominale en province sud. Les résultats montrent à 54% en province nord et 57% en province île, avec le lot de maladies non transmissibles qui s'en suivent. Une diapo encore très intéressante de ce baromètre santé qui montre la différence entre l'IMC mesuré et l'IMC perçu par la population. Donc vous voyez que en jaune, on a les mesures et en bleu, on a le ressenti, le perçu. Donc vous voyez que pour l'état de maigreur, 1,7% d'IMC mesuré contre 7,4%. Donc les gens se sentent un peu plus maigres qu'ils ne le sont. Pour un rapport poids-taille santé idéal dit normal, eh bien on voit que l'IMC perçu est plus important que la réalité, donc les gens se trouvent de bonne corpulence. Pour le surpoids, on a des chiffres presque corrects, avec 39% de perçus contre 28% de mesurés. Mais ce qui doit nous inquiéter, c'est l'obésité perçue, qui est de seulement 4,7%, alors que la réalité, elle est 10 fois plus élevée, à près de 40%. Donc les obèses en Calédonie ne se sentent pas obèses, et ça doit nous inquiéter, parce que c'est comment voulez-vous qu'un obèse se prenne en charge, s'inquiète de sa santé s'il ne se sent pas obèse. Alors pour adosser nos pratiques à ces résultats, vous avez vu que l'Agence sanitaire a lancé une campagne de communication au décours de la Journée mondiale de l'obésité qui a eu lieu le 4 mars dernier. On a commencé, comme toujours, dans ces campagnes de communication en santé publique par susciter le doute. 2 Calédoniens sur 3 sont en surpoids ou obèses, 38% des Calédoniens sont en situation d'obésité, 34% des hommes, 42% des femmes. On a accompagné la population avec notre site internet où les personnes pouvaient mesurer leur rapport poids-taille et être dirigées vers le système qui va pouvoir les accompagner.
donc aussi bien les diététiciennes dans l'Inter-Eulésie, les diététiciennes libérales, le CSOS, le CSSR, l'hôpital. Donc ils avaient ce petit module sur Internet pour calculer le rapport poids-taille. Et puis vous savez aussi que l'agence sanitaire a ouvert son centre d'éducation thérapeutique aux patients qui souffrent d'obésité, donc des stages qui restent gratuits, agence sanitaire et sociale, donc on fait du social. Ces stages sont gratuits. Les patients les plus déshérités sont notre cible principale, donc ils seront prioritaires dans l'accueil, ceux qui ne peuvent pas avoir accès notamment aux diététiciennes par le biais des mutuelles. Et donc, comme sur le modèle du diabète, des stages avec des ateliers de groupe, des entretiens individuels et une coordination avec le médecin de famille. Alors, on disait que le responsable, c'est l'obésité. Un petit rappel sur l'obésité et son phénomène inflammatoire. Donc, au milieu et à gauche, on a ce tissu adipeux qui libère des adipokines qui sont anti-inflammatoires quand ce tissu adipeux est normal et qui deviennent pro-inflammatoires quand le tissu adipeux a évolué, qu'il est en trop grand nombre et qu'il s'est fibrosé, et ce qui entraîne toutes les maladies. On le savait déjà avec, pour rappel, à gauche, la courbe en J de la mortalité en fonction de l'IMC homme-femme. Donc quand on n'a pas suffisamment de tissu adipeux, on ne fabrique pas suffisamment de molécules avec un signal anti-inflammatoire, donc on est moins bien protégé. Dans la situation idéale, on est protégé, et puis plus le rapport poids-taille augmente, plus le tissu se fibrose, et plus cette libération d'adipokines envoie des signaux pro-inflammatoires et fait le lit des maladies. Pendant longtemps, on pensait que ce tissu adipeux était un tissu inerte. Aujourd'hui, on sait qu'on a affaire à un organe à part entière, avec des sécrétions de lipoprotéines lipase, d'angiotensinogènes, d'acides gras libres, de résistine, de leptine, de lactate, d'inhibiteurs de l'activateur du plasminogène 1, d'adiponectine, d'adipsine, de TNF-alpha ou d'interleukine 6, qui font le lit de toutes ces pathologies. Alors, si on s'intéresse dans le détail à ce baromètre santé, en tout cas ce qui nous intéresse pour l'obésité, on regarde de plus près dans ce qui concerne l'activité physique, et bien on a l'impression que les Calédoniens sont relativement actifs physiquement, puisque 54% atteignent la pratique recommandée en province sud, 60% en province nord et 74% en province des îles. On voit que les hommes sont un peu plus actifs que les femmes. 65% atteignent les objectifs de recommandation contre 48% des femmes. Donc c'est peut-être pas là que le bas blesse. Si on regarde cette fois la consommation recommandée de fruits et légumes, les fameuses 5 portions, eh bien on voit encore de grandes différences selon les provinces d'origine. C'est seulement 7% des Calédoniens de province sud qui consomment chaque jour leurs 5 portions de fruits et légumes. C'est 18% en province nord et 22% en province des îles. Les chiffres restent faibles, même en province nord ou en province des îles, où pourtant le facteur prix a une incidence moins importante, puisque là-bas les fruits et légumes poussent bien et qui sont assez souvent gratuits. Par contre, c'est sûr qu'en province sud, on n'est pas aidé, donc bien entendu, développer la filière fruits et légumes paraît tout à fait sensé. Si on s'intéresse cette fois aux boissons sucrées, on inverse le miroir. On voit ici la consommation quotidienne de boissons sucrées. C'est 50% des Calédoniens en province sud, c'est 65% en province nord comme en province des îles. Donc des chiffres qui nous rappellent ces chiffres de l'obésité vus précédemment. Alors, si on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde du diabète, une étude récente qui montrait que l'observance n'était pas très bonne dans le diabète de type 2. 37% des patients sont observants. C'est quand même pas terrible. 37% oui sont nombre de patients observants, oui, sont observants, donc c'est quand même pas terrible. Et donc à ce congrès de la SFD, bien entendu, il était rappelé que l'éducation thérapeutique était la pierre angulaire du traitement, mais aussi la décision médicale partagée, c'est-à-dire le fait que maintenant, quand vous avez votre patient en face de vous, vous allez définir la situation, vous allez verbaliser qu'une décision est à prendre, vous allez vous mettre d'accord avec votre patient sur le fait de la nécessité d'améliorer la situation.
Vous allez présenter les options en termes de balance bénéfice-risque. Vous allez identifier les valeurs et les préférences du patient. Vous allez vous assurer que votre patient a bien compris. Et enfin, vous allez prendre la décision. Donc c'est une petite révolution qui a été opérée il y a une dizaine d'années en médecine. Dans le diabète, la technologie progresse. On est passé du lecteur de glycémie classique en haut à ces nouveaux capteurs. Et encore, ça c'est la version, c'est pas la dernière version qui va sortir bientôt. Là, c'est le Freestyle 1 et 2. Et le Freestyle 3 est encore plus miniaturisé. Et puis, au lieu d'avoir un chiffre dans un carnet reporté, vous avez maintenant sur les téléphones, les smartphones de vos patients des courbes de 8 heures et bientôt avec le Freestyle 3 une continuité parfaite, et puis vous allez recevoir les 150 courbes instantanées de vos patients dans vos cabinets. Donc il va falloir trouver des solutions à la gestion de cette technologie qui progresse, et peut-être côté des actes, je ne sais pas, en tout cas il va falloir s'occuper de ça. Alors la diabétologie, c'est un monde qui bouge, il y a de plus en plus de téléconsultations, notamment dans le diabète gestationnel. On va avoir l'arrivée des infirmiers de pratique avancée, donc c'est déjà le cas en métropole, mais ils ne sont pas encore arrivés pour un problème de réglementation en Calédonie, alors qu'on en a vraiment besoin, notamment dans les coins un peu reculés. Dans le diabète de type 1, de grandes avancées dans la boucle fermée. Si vous avez des questions, on a notre diabétologue préféré dans la salle. Les greffes d'îlots aussi progressent à grands pas, donc vraiment un domaine qui bouge. Alors, un petit rappel sur les dernières recommandations de la SFD, elles datent de l'année dernière, pour vous rappeler que le traitement initial, ça reste la metformine, avec une titration de la metformine pour qu'elle soit bien tolérée, et puis les mesures hygiéno-diététiques et la place de l'éducation thérapeutique. Dans le détail, on voit l'apparition de 2 nouvelles classes thérapeutiques, des classes thérapeutiques qui ont montré un avantage en termes de mortalité, et c'est la première fois en diabétologie. D'abord les agonistes du récepteur du GLP-1, donc on en a 3 principaux, le Victoza, le Trulicity et l'Ozempic, avec plusieurs dosages là encore, et des molécules qui ont des effets secondaires. Donc la titration, comme pour la metformine, est capitale à opérer. Un petit rappel sur le mode d'action. Une molécule qui agit au niveau cérébral sur la prise alimentaire, au niveau de l'estomac en ralentissant la vidange gastrique, au niveau du foie en réduisant la production hépatique de glucose, et puis au niveau du pancréas à la fois sur les cellules alpha et bêta. Donc sur les cellules alpha, on va réduire la production postprandiale de glucagon, et puis sur la cellule bêta, on va stimuler de façon intelligente, dite glucodépendante, la sécrétion d'insuline sans risque d'hypoglycémie, en tout cas du fait de la molécule. En termes d'efficacité, on a un recul de 1 à 2% de l'hémoglobine A1C en fonction de l'hémoglobine A1C de départ, comme d'habitude, et de la même façon, une perte de poids de 5 à 10 kg en fonction du poids de départ du patient. Donc des médicaments très intéressants. Et puis la deuxième classe médicamenteuse qui améliore la survie de vos patients, ce sont ces nouveaux inhibiteurs du SGLT2 avec 2 médicaments, le Forxiga, un seul dosage, 10 mg, et puis le Jardiance avec 2 dosages du 10 et du 25 mg, donc une réserve de puissance quand on n'est pas à l'objectif d'hémoglobine A1C. Vous vous rappelez du mode d'action de ces inhibiteurs du SGLT2, le glucose est entièrement filtré par le glomérule, et ensuite il est réabsorbé par le tube proximal, et donc ces inhibiteurs vont empêcher cette réabsorption du glucose, et le glucose va donc être excrété dans les urines. Ça permet d'améliorer le diabète, mais ça permet aussi une perte de poids puisqu'on va excréter, uriner des calories. Donc en termes de puissance, c'est moins important, 0,5 à 1% là encore en fonction de l'équilibre du diabète de départ, et puis une perte de poids là encore qui varie selon le poids de départ du patient, mais d'à peu près 3 kg, donc des médicaments très intéressants. Alors, ces recommandations, elles nous parlent de la situation commune et puis d'une situation particulière. Dans la situation commune, on parle de patients peu âgés, moins de 75 ans, pas trop obèses, avec un IMC inférieur à 35, sans maladie athéromateuse avérée, sans insuffisance cardiaque, sans maladie rénale chronique. On commence par la metformine, et quand la metformine ne suffit plus, on a le choix entre 3 classes thérapeutiques pour la bithérapie, les inhibiteurs de la DPP4, qui n'ont pas montré d'amélioration de la mortalité,
les inhibiteurs du SGLT2 et les agonistes du GLP1 dont je viens de parler, qui eux l'ont montré, et vous voyez que les sulfamides sont en retrait, c'est-à-dire qu'on n'instaure plus de sulfamides, on les conserve si l'équilibre était bon, mais on n'instaure plus de sulfamides au stade de la bithérapie. Et puis vous voyez que les recommandations, elles disent qu'en particulier, quand l'IMC de vos patients dépasse 30, quand on est en situation d'obésité, eh bien on a tout intérêt à utiliser ces analogues du GLP1 ou ces inhibiteurs du SGLT2 plutôt que les simples inhibiteurs de la DPP4. Donc ça c'est simplifié là de choix. Et puis eh bien, ces recommandations ont vu la fin d'un dogme, la dogme de l'hémoglobine A1C, de l'objectif à 7%, puisqu'il faut séparer son cerveau en deux, penser d'une part à l'équilibre du diabète, mais d'autre part à vérifier si votre patient n'est pas en prévention secondaire d'une maladie cardiaque ou rénale. En cas de maladie rénale chronique, eh bien, on va privilégier les ISGLT2. En cas d'insuffisance cardiaque, de la même façon, en cas de maladie athéromateuse avérée, on va avoir le choix entre ces inhibiteurs du SGLT2 ou les agonistes du GLP1. Donc 3 situations qu'il faut avoir à l'esprit dès qu'on passe à la bithérapie chez nos patients. Alors, au cours du congrès, des sessions intéressantes qui parlaient notamment de la rémission du diabète de type 2. Vous savez que la rémission, elle est obtenue, elle perdure à 50% après 2 ans. Elle avait commencé avec la chirurgie bariatrique, la sleeve, le bypass, qui permettait cette rémission du diabète de type 2 d'encore 50% à 2 ans. Elle s'est poursuivie avec une autre stratégie qui consistait à une restriction calorique drastique, 800 calories par jour. Essayez, c'est pas facile. Là encore, si on y arrive, on obtient ces résultats. Et puis la grande nouveauté, c'est cette obtention de la rémission du diabète de type 2 médicamenteuse avec des nouveaux noms de médicaments, mais des molécules plus anciennes, mais surtout des nouveaux dosages, notamment parce que l'industrie du médicament vise le marché de l'obésité et ça va exploser. Donc dans les analogues du GLP1, on avait notre sémaglutide. Eh bien aujourd'hui, on va avoir le Wegovy qui est déjà autorisé dans le diabète avec des dosages plus importants. On s'arrêtait à 1 mg auparavant, maintenant on passe à 1,7 et 2,4 mg. C'est déjà en place aux États-Unis, au Canada, dans certains pays d'Europe. Ça va arriver forcément en France et donc en Calédonie très bientôt. Le liraglutide, lui, donc notre Victoza va s'appeler Saxenda avec ses gros dosages qui visent une baisse de poids plus importante, 2,4 et 3 mg. Et puis un nouveau venu sur le marché qui est déjà sorti aux États-Unis, Mounjaro, qui est à la fois un analogue du GLP1 et du GIP, la deuxième incrétine intestinale qui permet de maîtriser le diabète et d'obtenir des résultats en termes de baisse de poids assez extraordinaires, plus de 15% de perte de poids, plus de 30% de masse grasse en moins. Donc il va falloir s'habituer à ces nouveaux noms. Alors un petit résumé avant le buzz. Le diabète de type 2, il faut le garder à l'esprit, souvent une maladie évitable. Pas de kilos en trop, pas de diabète de type 2. La prise en charge, idéalement, elle devrait être à la fois précoce, individualisée, centrée sur le patient dans le cadre d'une décision médicale partagée, on l'a vu. Elle doit viser à la fois l'équilibre glycémique et le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire. L'éducation thérapeutique et les mesures hygiéno-diététiques restent la pierre angulaire de cette prise en charge. Ce sont les recommandations. L'algorithme se complexifie un peu. Il faut arriver à se poser en parallèle la question du déséquilibre, du niveau de déséquilibre du diabète, la puissance, et en même temps le niveau de risque cardiovasculaire et rénal. Et ce que je vais proposer, c'est une nouvelle classe thérapeutique dès la bithérapie. Enfin, les médicaments aujourd'hui doivent faire au minimum la preuve de leur sécurité cardiovasculaire depuis l'affaire des glitazones en 2006. La FDA comme l'EMA en Europe exige des laboratoires avant de mettre un nouveau médicament sur le marché, cette sécurité cardiovasculaire. Et puis enfin, vous n'avez pas pu passer au travers de ce qui fait le buzz en ce moment
en diabéto, c'est les tendances TikTok, la folie Ozempic, où toutes vos stars préférées se filment en train de se faire injecter ces doses de médicaments utilisés jusqu'à présent dans le diabète, mais avec de tellement bons résultats sur l'obésité qu'il y a une dérive aujourd'hui. Mais on sait aussi que la question va se poser bientôt, une question d'éthique. Comment on va pouvoir refuser à des patients obèses des médicaments qui marchent chez les diabétiques? On avait 15 000 diabétiques en Calédonie, on a 100 000 obèses, on a déjà une caisse à genoux. Qu'est-ce que ça va donner demain si nos politiques décidaient d'ouvrir la prescription de ces nouveaux médicaments? Voilà, bonne réflexion. Je vous remercie de votre attention.